On voulait revenir parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'engagements ambitieux en faveur du climat. On a eu Vinci, Microsoft ou encore BlackRock. Et puis, il y a ce message-là, la dernière, du président de Volkswagen qui dit craindre, redouter d'être le Nokia des années 2000. Est-ce qu'il y a, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, une forme de basculement justement des enjeux climatiques qui bouleversent le quotidien et l'activité des multinationales? On en parle avec Philippe Escande. Bonjour Philippe. Bonjour David. Éditorialiste économique au Monde. On s'est parlé hier, on raconte. Hein. Hier, on s'est dit, bon, il y a un sujet à faire là-dessus, sur toutes ces annonces. Est-ce que c'est du greenwashing ou pas? Parce qu'il y a Microsoft qui nous dit, voilà, je vais réduire mon impact environnemental de moitié d'ici 10 ans. Vinci, c'était lors des vœux, vous y étiez, hein, qui dit, on va carrément viser la neutralité carbone d'ici 2050. BlackRock qui dit, on va changer notre façon de faire parce que le risque climatique, ça va bouleverser la façon d'allouer les actifs et d'investir. Et puis, cette nuit... Alors c'est un peu différent, mais on reste dans le même sujet. Patron de Volkswagen qui dit carrément, voilà, on peut très bien être le Nokia des années 2000. Oui, finalement, on peut faire le lien entre tout ça. Bien sûr, parce que lui, ce qu'il dit, c'est mais moi, je ne veux pas être la victime de ce changement-là. Je ne veux pas être la victime de cette transition qui maintenant imposée est engagée par la Commission européenne. Et qui, dans le cas de l'automobile, et c'est pour ça que c'est intéressant l'automobile, parce que c'est un secteur un peu pionnier dans ce domaine, c'est un des premiers secteurs, avec l'énergie bien sûr, où il commence à y avoir une pression politique qui se traduit par des normes. Et pour les constructeurs automobiles, ce sont des normes draconiennes qui, à partir de cette année, vont imposer des amendes très lourdes pour les constructeurs qui ne vendent pas assez de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre, enfin de CO2. Et je prends leur défense, moi je vous coupe, pardon, mais je prends leur défense, mais c'est la faute des constructeurs si les gens achètent des SUV qui consomment plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Hein. Non, c'est pas la faute des constructeurs. On ne peut pas dire non plus qu'ils aient énormément poussé les gens à acheter des voitures plus économes, mais simplement maintenant, ils sont obligés, et ils sont en train de le faire à marche forcée, parce qu'il faudra que dans leur portefeuille, ils aient le plus possible de véhicules électriques ou hybrides à très faible consommation pour éviter évidemment ce coût supplémentaire des amendes. Mais au-delà de ça, c'est pas uniquement un sujet de normes et de pression politique, c'est aussi un sujet de basculement, un petit peu comme celui qu'on a vécu avec le numérique. Et c'est pour ça que l'analogie de Herbert Diess, le patron de Volkswagen, est intéressante. C'est-à-dire, je ne veux pas être le Nokia face à Apple. Eh ben, lui, il ne veut pas être le perdant de son duel face à Tesla. C'est ça. Parce qu'il faut quand même expliquer que Tesla, aujourd'hui, vaut en bourse 92 milliards de dollars et Volkswagen, qui fait 25 fois plus de voitures, eh bien, ils font 90 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc, ils sont au même niveau. Alors qu'il y en a un qui vend 25 fois plus de voitures. Voilà. Et la capitalisation de Tesla, c'est 2 fois celle de Ford, 1 fois et demie celle de General Motors. Enfin bon, c'est devenu... Et ça, c'est très important. C'est pas seulement un symbole, cette capitalisation, parce que ça montre que Tesla va avoir, et a de plus en plus, des moyens financiers pour conduire cette nouvelle révolution technologique qui est celle de la voiture propre. À marche forcée, avec derrière, je pense notamment au secteur auto, une transition, parce qu'on sait qu'il y a des emplois qui seront perdus. Et cette transition entre la fin du moteur thermique et l'avènement du zéro émission de bagnole, ça va coûter très cher en emploi. On parle souvent de levier de croissance, de gisement de croissance avec le vert, la transition écologique. On sait vraiment ce qu'on va gagner en emploi, on sait par contre ce qu'on va perdre. Effectivement, on ne sait pas ce qu'on va gagner en emploi. Alors, il y a eu des tas d'études qui ont été faites par le passé, par des cabinets de conseil et autres, mais la réalité, c'est comme on n'a pas vécu cette transition, on n'a pas vraiment d'idée des emplois qui sont créés. En revanche, ce qu'on sait, c'est les emplois qui sont menacés. Alors, si on reprend l'exemple de l'automobile, il y a déjà eu Daimler et Volkswagen, il y a déjà eu 20 000 suppressions d'emplois qui ont été annoncées l'an dernier. Ça fait déjà pas mal. Et puis, devant, on ne sait pas. Alors, il y a un cabinet à Berlin qui parle de 400 000 emplois menacés. Si c'est le cas, c'est un bain de sang, pardon. Voilà. L'industrie auto-allemande dit c'est faux, c'est pas aussi massif. Ce qu'on sait, c'est que quand on passe d'un modèle où on fabrique des moteurs mécaniques, des moteurs thermiques, il y a des très grosses usines, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a un petit peu partout, et qu'on remplace ça par des moteurs électriques, dont on ne sait pas s'ils seront fabriqués en Europe ou en Chine ou ailleurs,
constructeurs, eh bien évidemment, derrière, il y a des emplois à la clé. Donc on voit bien que la transition énergétique, elle a un coût aussi. Ouais. D'autres annonces, encore une fois, pour le coup, moins subies, plus volontaires. C'est Vinci, encore une fois, qui nous dit investir plusieurs centaines de millions d'euros justement pour viser cette neutralité carbone en 2050. Microsoft qui parle d'1 milliard de dollars d'investissement dans l'environnement. BlackRock qui dit on va changer notre façon d'investir. Là encore, il y a un passage à la vitesse supérieure. Je reprends cette idée de basculement ou est-ce qu'on est encore avec des paroles, du blabla et des actes? On verra demain pour les actes. Moi, je pense qu'on est à un moment de disruption, comme on aime dire dans le monde des startups, c'est-à-dire un moment de rupture. On y est là, on y est. Je pense qu'on y est. Alors, on y est d'une part en Europe sur l'automobile, du fait des normes, ça c'est sûr, à marche forcée. Et puis, on y est aussi par la qualité des engagements. C'est-à-dire que là, maintenant, on n'est plus dans une initiative de communication, mais dans des engagements. Alors, évidemment, c'est des engagements lointains, mais avec des rendez-vous vous savez, plus proches. Que ceux qui y croient souvent. Oui, c'est ça. Non, mais il y a un suivi, il y a des contraintes, c'est vérifié. Alors, il y a de plus en plus d'organismes qui peuvent vérifier ça, et puis ça se mesure. Mais si on prend l'exemple de Microsoft, par exemple, ils disent en 2025, tous nos, vous savez, les fermes de serveurs qui abritent leurs ordinateurs et qui sont responsables d'une très forte hausse de la consommation énergétique aux États-Unis. Ce n'est pas les plus polluants non plus à Microsoft. Ce n'est pas les plus polluants, mais on dit maintenant la high-tech au sens large, ça représente 10% de la consommation électrique des États-Unis. Donc c'est quand même massif, parce que ça consomme, il faut les climatiser, tous ces ordinateurs, et donc ça consomme beaucoup. Mais ça n'émet pas de CO2, c'est ça que je veux dire. Ah ben si, c'est-à-dire que l'électricité qui est fabriquée, qui permet de chauffer, de climatiser ces centres, il est fait par un mix d'énergie dont une bonne partie, notamment aux États-Unis, il y a du charbon, il y a du gaz essentiellement, et puis il y a un peu de nucléaire, et puis un tout petit peu d'énergie renouvelable. Microsoft, ils disent, en 2030, on va être carbone négatif. C'est-à-dire en 2030, on aura en quelque sorte remboursé toute la consommation de CO2 que Microsoft a émis depuis sa création en 1973. Alors, je sais pas, ça va être un peu compliqué à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que... C'est dans 10 ans. C'est pas une promesse mis au calendrier grec, quoi. C'est dans 10 ans. Hein. Et en 2025, c'est-à-dire que là, c'est vraiment tout près, dans 5 ans, ils disent l'ensemble de nos usines à ordinateurs, eh bien, elle sera 100% énergie renouvelable. Et pourquoi cette surenchère? Parce qu'il y a une demande de la part des clients de Microsoft ou c'est pour vis-à-vis des investisseurs aussi? Je ne sais pas. Pourquoi il y a cette accélération? Tout à fait. Alors c'est là qu'intervient cet effet bascule. C'est-à-dire pour qu'il y ait une bascule, il faut que tout d'un coup, massivement, comme ça a été le cas pour le téléphone, les clients se reportent vers ces solutions, soit par conviction, soit parce que c'est plus avantageux. Donc il y a une partie, je dirais, de relation avec le client, et puis il y a aussi une anticipation du fait que politiquement, il se pourrait bien qu'il y ait de plus en plus de décisions politiques. Alors pas avec Donald Trump aux États-Unis, c'est sûr, mais en revanche, dans les États américains, certainement, avec l'imposition de taxes carbone, soit de normes, soit de taxes carbone. Donc il y a un côté coup double. Deux instruments. Il y a un côté coup double. Enfin, d'un côté, c'est par rapport aux consommateurs parce qu'il y a une vraie tendance. Encore que je me demande si le client de Microsoft est vraiment sensible à ces questions-là. Disons qu'il y a une partie d'image. On voit bien que les GAFA et Microsoft ont un vrai problème d'image aujourd'hui aux États-Unis. Non, mais qui n'est pas lié à ça. Et en Europe aussi. Qui n'est pas lié à ça. Qui est lié aux données personnelles. Qui est lié au fait que finalement ils sont nés en disant on va faire le bien de l'humanité, puis qu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si gentils que ça. Et ça c'est vrai pour les données personnelles, c'est vrai pour l'optimisation fiscale. Pour l'optimisation fiscale, pour beaucoup de choses, et aussi maintenant pour le sujet environnemental. Ils veulent montrer, et ça c'est vrai pour Google et les autres. Amazon, par exemple, a un objectif aussi très ambitieux de neutralité carbone en 2040. Donc ils veulent montrer qu'ils sont, comme ils sont technologiques, ils sont à la pointe, ils sont aussi à la pointe de ce combat climatique. Et la vraie bascule, c'est que maintenant on commence à les croire. Et ça, c'est le juge de paix en quelque sorte. Les investisseurs financiers sont prêts à le croire. Et ça, alors là, on rejoint BlackRock. BlackRock. Alors, est-ce que BlackRock, quand même,
à ce qu'on était critiqué, on sait que Larry Fink, c'est intéressant ce que dit Larry Fink. Régulièrement, il écrit des lettres, il dit tous les ans, il faut arrêter de se concentrer sur les profits à court terme, etc. C'est vrai qu'il a raison, se donner du temps long. Mais souvent, il y a un décalage entre ces bonnes intentions social, environnemental, et les choix d'investissement. On dit qu'en Assemblée générale, ils ne soutiennent pas vraiment les résolutions les plus favorables au climat. Donc il y a ce décalage encore une fois. Et là, cette semaine, alors qu'est-ce qui s'est passé chez BlackRock? Il a envoyé un courrier. Alors il a d'abord fait sa lettre traditionnelle où il renouvelle. Il fait même de la surenchère dans ses bonnes intentions en disant on est en train de vivre un basculement. On va vivre un basculement massif de l'allocation des actifs. Donc il se place comme un financier dû au risque climatique. Le clean, c'est seulement 2% de leurs engagements aujourd'hui. Voilà, le clean, c'est chez BlackRock. Donc, absolument. Et donc, il refait la surenchère. Et d'un autre côté, il a écrit à ses clients pour dire deux choses. D'une part, qu'il allait sortir de certains actifs. Alors ça, c'est ce qu'attendent beaucoup les écologistes. C'est vraiment la bête noire des écolos de BlackRock. Et là, ils disent non, on va sortir de certains actifs qui sont trop liés au charbon. Bon, c'est pas une quantité énorme de leurs investissements. En revanche, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent non, pour le reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des produits financiers qui vont sur toute notre gamme, on va créer la version green. Une version green de tous nos produits financiers, en disant on va les convaincre parce que nous on est persuadé que pour les investisseurs c'est un bon investissement sur le long terme, donc on va essayer de les convaincre. Alors évidemment ça ne plaît pas beaucoup aux ONG et aux écologistes qui disent mais ça va prendre des années, mais il y a quand même un basculement en tout cas dans la volonté. Ce qui est critiqué, évidemment, c'est que BlackRock ne fait pas de choix d'investissement pur parce que, de toute façon, qu'est-ce que c'est BlackRock? C'est un gestionnaire de grosses SICAV, enfin ce qu'on appellerait en France des ICAV, c'est-à-dire des instruments qui répliquent les marchés. Et ça, évidemment, comme c'est sa vache à lait, il n'abandonnera pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant. C'est pas certains diront que c'est le fruit du hasard, toutes ces actualités la même semaine entre Vinci, Microsoft, Volkswagen et BlackRock. Il y a comme un environnement, il y a comme une ambiance. Vous avez vu aussi quand la Commission européenne s'est installée, Ursula von der Leyen a dit l'axe de notre politique, ça va être le climat. On va essayer d'en faire un levier pour créer à la fois de la croissance et respecter nos objectifs climatiques de neutralité carbone en 2050. Tout ça, ça crée un climat. Et puis, il y a des décisions qui commencent à tomber. Là, ça concerne l'automobile, certes, mais demain, il va y avoir probablement des taxes carbone. L'Europe promet de faire une taxe carbone à ses frontières. On verra si elle a assez de courage pour aller au bout, mais c'est presque une obligation compte tenu de son programme offensif dans ce domaine. Et donc, effectivement, 2020 démarre comme une année. Et puis, il y a les incendies en Australie qui aussi, dans les consciences, éveillent le fait que il est en train de se passer quelque chose. La dernière décennie est la plus chaude qu'on ait connue depuis qu'on observe la température sur Terre. Donc peut-être un point de bascule, dans l'industrie, dans la finance. Dans un point de bascule. Allez, explication et point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste économique au journal Le Monde. Merci beaucoup. Merci David.